Bonsoir à tous, bonsoir aussi au replay sur YouTube. Comment allez-vous? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en forme pour commencer ce petit live? Pour ceux qui n'avaient pas vu, d'ailleurs je vais vous parler de ça, super intéressant et vraiment j'ai été choqué, donc je tenais vraiment à vous remercier. La semaine dernière, j'avais fait un live, donc c'était sur une analyse complète sur EGLD. Il me semble que je parle plus à une communauté d'investisseurs, et du coup je me suis dit que faire des analyses long terme avec des vagues d'Elliott, c'était super intéressant pour vous accrocher, et pour moi-même aussi, ça me faisait vraiment un bon retour, et franchement incroyable, et les retours ont été à la hauteur. Et le replay a vraiment cartonné, et j'étais vraiment choqué. Donc un grand merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. Donc on va commencer, introduction aux vagues d'Elliott. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec les vagues d'Elliott? Au fur et à mesure des lives, si vous suivez toutes les semaines, vous allez comprendre à chaque fois un petit peu plus d'éléments de live en live. Pour faire simple, les vagues d'Elliott est une théorie qui permet d'analyser le marché. Le marché, si on le regarde, si une personne regarde le marché d'un œil extérieur, on pourrait penser que le marché réagit, évolue d'une manière aléatoire, sans réellement avoir de sens. Les vagues d'Elliott permettent donc d'analyser le marché suivant ce prisme-là des vagues d'Elliott, du coup cette théorie, et du coup vous allez avoir une évolution du marché qui va se faire avec des patterns. Dans la physique et dans le monde qui nous entoure, on retrouve des patterns qui se répètent à l'infini, dans des timeframes beaucoup plus petites et dans des timeframes beaucoup plus grands. Donc les vagues d'Elliott, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir les patterns que l'on retrouve à l'écran, qui vont se trouver sur le marché. Celles-ci vont compléter du coup d'autres patterns d'un degré plus grand, et elles seront complétées par des patterns toujours plus petites. Vous pouvez analyser chacun des actifs là-dessus, avec cette théorie-là. Pourquoi? C'est parce que la théorie des vagues d'Elliott est backée, donc se base sur la psychologie de foule. Pour revenir à la base un peu, c'est Ralph Nelson Elliott, donc l'inventeur de cette théorie-là. Tout simplement, il a étudié le marché pendant de nombreuses années et il s'est dit que, tout simplement, il voyait une récurrence dans les mouvements du marché et du coup, il en a décrit différentes patterns. Un cycle complet des vagues d'Elliott. Vous aurez toujours du coup une phase motrice suivie par une phase de correction. Les phases motrices sont-elles développées en 5 segments, tandis que les phases de correction en 3 segments. Pourquoi ceci? Tout simplement parce que Ralph Nelson Elliott a dit dans son ouvrage, d'ailleurs, il me semble que c'est Nature's Law, un livre qui a été vraiment édité il y a vraiment longtemps. Donc il s'est dit que pour qu'un marché tout simplement aille soit à la hausse, soit à la baisse, on devait avoir une alternance entre un mouvement qui soit segmenté en fait en 5 segments, et un autre mouvement qui viendra corriger le premier mouvement et qui lui évoluera en 3 segments. Donc voilà un peu vraiment dans les grandes lignes la théorie des vagues d'Elliott. Sinon j'avais fait vraiment un tutoriel, on va dire, j'ai dégrossi un maximum les choses, vraiment on a parlé de la théorie pure des vagues d'Elliott, ça sera le premier live que j'ai fait, du coup je l'ai fait en août. Donc si vous regardez sur YouTube Crypto Future Replay, vous devrez retrouver le premier replay que j'ai fait, qui était vraiment intéressant, où là je vous avais parlé d'une théorie, mais je vous avais fait une introduction vraiment plus large pour pouvoir vous permettre de suivre au maximum les lives que je fais en ce moment même. On va faire un petit retour très rapide sur le contexte macroéconomique. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis pas du tout un professionnel dans l'analyse macroéconomique, cependant dans les ouvrages élémentaires des vagues d'Elliott, d'ailleurs là c'est une page de mon ouvrage, du coup j'ai repris la pensée des ETF Principles que j'ai remis du coup dans mon ouvrage en complétant bien sûr, en modifiant certains traits pour pas faire du copier-coller parce que c'est pas quelque chose de super intéressant. Et tout simplement on a, comme je vous l'ai dit, la traduction de la psychologie humaine et du coup de l'analyse fondamentale au niveau des vagues d'Elliott. Donc ça c'est quelque chose auquel je m'intéresse. Aujourd'hui il me semble ça va être les résultats de Tesla. Les résultats de Tesla. Et du coup j'entends dire sur les réseaux que si le résultat est bon, il faudrait potentiellement long. Si les résultats sont mauvais, il faudrait potentiellement short. Et donc, on pourrait se dire, ok, l'analyse fondamentale, c'est super facile. J'aurais juste à regarder, du coup, dès que la news sort, et puis, let's go. Super simple, je vais long, je vais short. Cependant, si ça avait été aussi simple, je le ferais, et tout le monde le ferait. En théorie, du coup, ça paraît facile, mais dans la pratique, c'est pas du tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez ça dans un premier temps. Du coup, si les résultats sont bons, on pourrait potentiellement aller à la hausse. Si les résultats sont mauvais, on pourrait potentiellement aller à la baisse. Mais si on rajoute par-dessus le fait que les gens peuvent pricer justement, alors ça c'est un terme technique vraiment du côté institutionnel. Par exemple, si on a une estimation à, je sais pas, plus 5%, pour n'importe quelle news, on dit plus 5%, donc ça c'est vraiment le truc anticipé. Si on est presque sûr à 90% que ça va arriver, peut-être que les gens vont se positionner en amont de la news. Et si la news est bonne ou mauvaise, les gens qui auront essayé d'anticiper vont se retirer. Et du coup, on va avoir un mouvement qui pourrait être totalement
contraire au simple. Si c'est un bon résultat, on va à la hausse. Si c'est un mauvais résultat, on va à la baisse. Donc dans la théorie, ça nous paraît super simple, mais en pratique, c'est super compliqué. Ce que je fais personnellement et ce que je recommande à tout le monde de faire, c'est dès lors qu'on a des news super importantes qui ont tendance à amener de la volatilité sur le marché, eh ben tout simplement, si vous avez des positions, vous sécurisez vos positions. Donc vos stops, vous les mettez à break-even, ou alors vous les mettez vraiment en plus-value, ou alors vous retirez vos positions, ou alors si vous voulez prendre des positions, eh ben modifiez votre facteur R pour pouvoir avoir un comportement adéquat si vous vous faites tout simplement rect à propos de la news. On dit souvent buy de rumeur, sell de news. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se dit, mais c'est pas aussi facile que ça. C'est vrai que ça fonctionne pas mal. Le buy de rumeur, sell de news, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Moi-même, je l'ai remarqué sur les marchés. Pour retourner sur l'analyse macro, tout simplement, là, on va s'intéresser juste au bottom. Sur un bottom de marché, la psychologie, l'analyse fondamentale que l'on va retrouver, ça va être vraiment une apocalypse au niveau des news. Donc vraiment, l'inflation qui est vraiment, ça part dans tous les sens. On a de la récession, terme qui revient en ce moment même. Un véritable questionnement au niveau de la survie de l'actif sur lequel on va être. Tout le monde vous dit que c'est foutu, donc là, ça sent bon pour arriver sur un potentiel bottom. On a d'autres termes du type les guerres qui arrivent. Donc ça, c'est drôle de voir vraiment ce qu'on voit, parce que cet ouvrage, comme je le répète, a été du coup édité, il me semble, en 1979, et c'est incroyable de voir que c'est les termes qu'on retrouve actuellement. Malheureusement, c'est des choses qu'on n'aimerait pas voir, mais c'est des termes qui arrivent. Quand on parle de la guerre, c'est des termes qui reviennent, comme vous le savez, avec l'Ukraine, donc ça, c'est vraiment quelque chose de terrible, et c'est des termes qu'on retrouve exactement. La panique aussi, la récession et les mauvaises nouvelles, donc ça, c'est quelque chose qui s'accumule. Donc voilà un peu ce que l'on doit retrouver pour avoir un bottom. Au niveau, justement, je vous avais passé ça et je trouve que ce chart est incroyable. Merci encore une fois, c'est SlashCon qui avait fait ce graphe-là pour justement, je voulais confirmer ça, je voulais avoir sur le graphique du BTC, confirmer mes dires, parce que j'avais que la théorie, donc j'avais vu ça dans les bouquins. J'entends dire ça par tous mes mentors, mais je n'étais pas réellement sûr parce que je l'avais pas vu de mes propres yeux. Et tout simplement, c'est SlashCon du coup qui a fait un joli graphique qui a montré qu'à chaque fois qu'on avait justement les pires news qu'on pouvait avoir sur le BTC, eh ben c'est là où en général on va trouver un bottom pour repartir à l'hausse. Donc on peut le voir justement en 2015, en 2019, avec le crack Covid, du coup mauvaise news, mais ça a créé le bottom pour repartir à l'hausse. Et en ce moment, les news qui s'accumulent, donc que ça soit au niveau de la crypto ou même extra crypto, avec comme je vous l'ai dit du coup la guerre qui se passe en Ukraine. Il y a trop de gens sur les cryptos encore, 15K soon. 15K soon, le truc c'est que je vois pas mal de personnes aussi, plus en plus de personnes dire on va aller plus loin, on va aller plus bas, on va aller plus bas, on va aller plus bas. Donc il y a peu de personnes qui sont restées, si on regarde par rapport au top, il y a beaucoup moins de personnes qui sont intéressées par les cryptos. Et là, les personnes qui sont intéressées sur les cryptos, on voit de plus en plus de personnes qui veulent voir des cibles beaucoup plus faibles sur les cryptos. Et donc, ça m'étonnerait pas que le marché soit un petit peu piégeur et justement repartent à la hausse sans toutes les personnes qui manifestement ciblent des targets un peu plus faibles que ce que l'on est en train de chercher en ce moment. Est-ce qu'ici il y a des gens qui sont sur le AVAX? Est-ce que vous connaissez le AVAX? Est-ce que vous aimez bien AVAX? Au niveau du fondamental d'AVAX, je ne vais pas du coup en parler. Moi je suis pas du tout dans l'analyse fondamentale, je suis dans l'analyse graphique technique. Moi on parle juste de graphique et pas de fondamental, j'ai pas du tout envie d'analyser ça personnellement. Oui, j'ai du AVAX, je trouve que le prix est actuellement très bien pour recharger. Oui, top crypto, oui vraiment top AVAX. Donc parfait, c'est un plaisir de faire une analyse sur le AVAX, même si celui-ci m'a demandé le GLD. Dans son analyse, il était très propre. Dans son évolution, il était très propre. Au niveau des vagues des hautes, on avait vraiment une belle pattern. Celui-ci m'a demandé plus de temps, plus de concentration, parce qu'il est vraiment dégueulasse. Honnêtement, je vais dire les termes. Ce token, graphiquement, si on regarde la base, alors peut-être que là, il est peut-être un peu plus propre, mais ici, si on regarde la base, honnêtement, je suis désolé pour ceux qui sont fans du AVAX, mais là, pour moi, ça c'est dégueulasse. Avec les vagues d'Elliott, c'est dégueulasse. Je vous le dis, franchement, c'est une horreur à décompter. C'est pourquoi lorsque j'analyse un graphique, on se base soit par rapport au top, soit par rapport au bottom. J'ai décidé de me baser par rapport au bottom pour avoir vraiment toute cette vue sur AVAX. Et vous allez voir, je pense qu'il y en a, ils vont tourner de l'œil quand ils vont voir mon analyse. Donc on va commencer avec le AVAX, et comme je vous l'ai dit, je lis l'AVAX par rapport au bottom. Je me place par rapport au bottom parce que je voulais pas analyser juste cette partie-là d'AVAX, je voulais l'analyser dans un premier temps en weekly sur vraiment l'entièreté du token. Donc ce que l'on voit dans un premier temps, c'est une hausse et une baisse. On est d'accord, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, on peut voir une hausse, une baisse. Ce que je peux remarquer dans un second temps, c'est que la hausse donnerait la tendance primaire. Voilà, on peut le voir, on a vraiment une belle hausse. La hausse par rapport à la baisse, ici on a quand même une baisse, la hausse est significativement plus importante que la baisse. Et ici on a un retracement, et on peut voir
que le retracement, la correction prend plus de temps à se développer. Ici, on a un angle, une inclinaison qui est beaucoup moins importante que sur la hausse. Donc, on pourrait se dire que la tendance primaire est totalement haussière, et donc c'est cette partie-là qui définit la tendance principale sur la VAX. Maintenant, je vous ai dit que le token doit être, la phase plutôt motrice, doit être décomposée en 5 segments. Ici, si on compte du coup cette phase-là, la phase haussière, est-ce qu'on arrive à le décompter en 5 segments? On va faire du coup le travail ensemble. Moi, j'y arrive. Je sais pas vous, mais moi j'y arrive. Première vague, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Là, vraiment, première vue, comme ça, pas de souci. Pour la vague 3, pour ceux qui ne connaissent pas les règles des vagues d'Elliott, donc on va faire un petit point ensemble. La vague 3, les ratios de Fibonacci, pour ceux qui ne connaissent pas les ratios de Fibonacci, donc par exemple, vous avez la vague 1, la vague 3 doit avoir un multiplicateur donc de 1,618 de la vague 1. Donc vous prenez la longueur de la vague 1, vous prenez cette longueur-là, donc du coup ça sera cette longueur-là, vous faites fois 1,618, vous allez du coup avoir la longueur plus grande de votre segment que vous allez reporter à votre vague 2. Et normalement, on se trouve vraiment sur un ratio de Fibonacci à privilégier pour une vague 3. On va voir ce que ça fait. Donc si je le fais en direct, donc je me mets à ma vague 1, vague 2, 168, et on peut voir qu'on se trouve vraiment à quelques pourcentages près. Donc on va voir à 32, bon 32% c'est énorme, mais si on regarde sur toute la hausse de la vague 3, vous voyez que c'est pas grand chose. Donc on aurait pu timer à peu près, approximativement, cette vague 3. Ensuite, pour une vague 4. Pour une vague 4, on aime bien retracer 0,382, 50% du mouvement de la vague 3. On regarde vague 4, donc moi j'ai directement mes outils, je les ai fait directement. Il me semble que je suis pas... Alors je suis en logarithmique, donc parfait. Et bien on peut voir qu'on est venu retracer un petit peu plus bas. Donc là, notre zone à privilégier, c'est les 0,32, 0,5. C'est qu'on est venu chercher un petit peu en bas de la zone vraiment que l'on préfère à privilégier. Pour la vague 5 maintenant, qu'est-ce que l'on attend avec les vagues d'Elliott pour timer une vague 5? Alors moi j'utilise un outil qui, je l'ai appelé les niveaux d'or parce que en anglais, je sais plus comment on l'appelle, Jeffrey Kennedy qui est mon mentor, c'est lui qui m'a tout appris au niveau du trading avec les vagues d'Elliott, et tout simplement il utilise un outil, donc juste l'outil de retracement. Donc c'est super simple, vous prenez votre retracement de votre vague 4, donc vous prenez, alors moi je l'ai appelé niveau d'or, donc c'est mon outil, vous prenez les 100% de ratio de Fibonacci, les 200 et les 138,2, et pour une vague 5 en général, alors faut mettre du coup en logarithme, et pour une vague 5, en général, ce que l'on aime, c'est les 138,2. Donc j'utilise ça en corrélation avec les ratios de Fibonacci classiques pour une impulsion. Donc c'est quoi? Pour une vague 5, on peut soit faire 100% de notre vague 1, donc on prend notre vague 1 qu'on reporte à notre vague 5. Alors c'est soit les 100%, 161,8, donc là les 100%, 161,8, donc on est plus venu chercher les 161,8. Fallait pas du tout privilégier les 100% parce qu'on était, si on privilégiait les 100%, on allait venir en dessous de notre vague 3. Donc vraiment pas intéressant. Donc déjà, fallait prendre les 161,8 si vous utilisez cette technique-là. Donc là, on a vraiment le top à l'exactitude. On a vraiment le top parfait pour notre vague 5. Vous pouvez voir là, ça se joue au pixel près. Ou sinon, il y a une autre technique que j'utilise aussi, que j'aime bien utiliser. C'est vous prenez la racine de toute votre impulsion, vous reportez ça à votre vague 3, que vous superposez ensuite à votre vague 4, et on vient chercher les 0,61,8. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets en corrélation, donc en général, j'aime bien, pour une vague 5, venir chercher entre les 138,2 et les 0,61,8. Donc là, on voit vraiment que notre zone était parfaite, on avait vraiment une superposition donc, de ces deux ratios de Fibonacci. Lorsque le marché s'est déjà développé, c'est super simple de se dire, fallait faire comme ça, mais dans la théorie, c'est ça, et c'est ce qu'on aurait dû, c'est ce à quoi on aurait dû s'attendre. Maintenant qu'on a fini l'impulsion, vous l'avez compris, ici j'avais un petit problème, ça m'a vraiment cassé la tête, et c'est pourquoi je vous dis que ce graphique est dégueulasse, vraiment, AVAX, je suis désolé pour les fans chartistes au niveau d'AVAX, pour moi c'est clairement dégueulasse, c'est qu'ici, du coup pour ma vague 5, je devais décomposer ça en 5 segments, donc vague 1, 2, 3, 4, puis 5. La vague 2, pour ceux qui connaissent un peu les règles des vagues d'Elliott, je reviens sur mes patterns standards, la vague 2 ne doit pas retracer plus de 100% de la vague 1. Et le truc qui m'a un peu agacé, c'est tout simplement que si je regarde le prix de la vague 2 ici, et le prix de la racine de la petite impulsion du coup en blanc, ici la vague 2 est venue chercher les 9,25$. Et la racine est venue chercher les 9,29$. Et donc je me suis dit, ok, là, impossible de faire une impulsion, vraiment impossible, mais je trouvais pas d'autre décompte. J'avais une impossibilité de décompte, et ici, je pouvais pas décompter ça en 5 segments. Pour moi, on est clairement dans 3 segments, et du coup, ça m'allait pas.
Pour ceux qui y connaissent aussi, pour moi je pouvais pas non plus initier une flat. Pourquoi? Parce que ma vague C est clairement plus étendue que ma vague A et du coup j'ai pas envie de voir ce décompte là, même si ça peut s'arriver, c'est pas celui que je mets en avant. Vous savez, le marché peut tout faire. Le marché peut, là, si on veut, le marché peut faire ça. C'est possible. Après, est-ce qu'il y a une forte probabilité? Non. Et du coup, moi, je vous mets en avant le décompte avec le plus de probabilité. Mais le marché peut faire ce qu'il veut. Et avec les vagues d'Elliott, on pourra trouver n'importe quel décompte. Je vous ai dit, le marché évolue avec les vagues d'Elliott. Du coup, le marché peut faire ce qu'il veut. On pourra toujours vous décompter avec les vagues d'Elliott. Mais quel décompte des vagues d'Elliott a le plus de probabilité? Eh ben, c'est ça le plus important. Je suis allé vérifier sur Xstation, qui est du coup la plateforme de mon courtier, et tout simplement, ce que j'ai vu, c'est le contraire. Donc ici, tout simplement, on va avoir la racine ici, qui va venir chercher plus bas que ce point-là. Et du coup, je me suis permis de décompter ça comme ceci, même si au niveau de ce chart-là, c'est pas possible, mais si je prends les données de mon courtier, du coup, c'est possible. Maintenant, quelles sont les perspectives à la baisse une fois qu'on a cassé du coup notre canal et on s'est dit, ok, bon, on avait de fortes probabilités d'aller à la baisse. Dans un premier temps, on peut regarder le décompte exact, chose qu'on fera par la suite, ou alors on peut regarder les résistances naturelles du marché. Donc les résistances naturelles, vous le savez pour ceux qui font du price action, les zones de résistance, les zones de support, etc. Donc voilà un peu ce que j'ai trouvé. Dans un premier temps, on sait que les corrections viennent chercher, en général, donc toutes les corrections, que ce soit les vagues B, vague 2, vague 4, doivent venir chercher, alors on aime bien venir chercher l'extrême de la vague 4 du décompte inférieur. Donc là, on est dans une grosse pattern. On sait que la correction, du coup, cette correction-là, doit venir chercher, on aime bien qu'elle vienne chercher cette vague 4, donc l'extrême de cette vague 4. Eh bien, regardez, c'est incroyable, parce que si on prend, du coup, ce que je vous ai dit, si pour vous, on avait fini la correction ici, on aurait pu se dire, ok, pour moi, je m'attends clairement à un retour dans cette zone-là. Et vous auriez eu probablement raison. Donc ici, ensuite, on a une bonne zone de résistance naturelle. Donc comme vous l'avez vu, ici, vraiment, si je regarde, on a une zone de résistance, une zone de support qui a été cassée. Ensuite, une zone de support. Et du coup, ici, pour moi, on est sur une bonne zone avec vraiment de grosses ordres en fait qui sont placées. Et du coup, ici, c'est vraiment intéressant. Sachant qu'on se trouve sur les 50% de Fibonacci, et donc c'est vraiment un ratio de Fibonacci vraiment important pour ceux qui connaissent au niveau de la vague 2. On aime bien venir chercher entre les 0,5 et les 0,618. Ensuite, si on vient casser donc cette zone-là et qu'on va descendre en dessous, ce que j'attendrai du coup, la résistance naturelle serait de venir chercher ce support-là, et chose qui est totalement possible, parce qu'une autre règle aussi des vagues d'Elliott, c'est que lorsqu'on se trouve dans une vague 2, donc si ici on se trouve dans une vague 1, ici on se trouve dans une vague 2, en général, ce qu'on préfère, c'est venir chercher la vague 2 et non pas la vague 4 d'un degré inférieur. Donc ça serait venir chercher cette zone. Donc voilà un peu pour les perspectives. Je sais que certains d'entre vous qui ont un bag assez énorme commencent à avoir une petite goutte de sueur sur le front, parce que si on regarde le pourcentage ici, on serait à moins 71% encore à venir sur le AVAX. Après, comme je vous l'ai dit, le décompte est super dégueulasse au niveau d'AVAX. Le décompte est super dégueulasse, et donc ne prenez pas ça au pied de la lettre. Même moi, pour vous dire, c'est parce qu'on me l'avait proposé, du coup je me suis dit que je vais vraiment faire l'analyse à fond, vraiment pousser mon décompte à fond, mais honnêtement, ce décompte-là, donc c'est vraiment la théorie, je vous parle de la théorie, mais la charte est très dégueulasse. On va prendre le postulat que mon analyse, c'est de la merde, j'ai fait n'importe quoi, et ici, en fait, on est sur un bottom qui a déjà été trouvé. Quelles sont les perspectives, du coup, haussières, si on a trouvé le bottom, et là, du coup, je vais en faire sourire plus d'un, je pense. Dans un premier temps, si on se trouve dans une zigzag, pour moi, là, si on a fait un bottom, on se trouvait plus dans une zigzag que dans une vague 2. La gueule du chart me ferait penser plutôt à une zigzag qu'une vague 2, les ratios de Fibonacci aussi, on n'est pas venu chercher les 50% et les 0,618, je préfère quand même développer ceci comme une vague B qu'une vague 2. Et du coup, la hausse, quelles seraient les perspectives de hausse pour la VAX si on se trouve dans une zigzag? J'aimerais bien chercher donc les 0,61 dans 0,618 dans un premier temps, les 0,2 plus les 0,2 que les 0,618. Pourquoi? Dans un premier temps, j'ai mon canal, j'aimerais bien revenir chercher la face supérieure de mon canal. Et donc je pense que les 200% de ratio de Fibonacci permettent mieux que les 161, que les 138,2 de permettre cette target-là. Dans un second temps, on peut voir aussi que la perspective, en fait, la vague 1, la vague A, devrait au minimum faire du coup 427 jours pour jouer vraiment, là je joue sur toutes les règles des vagues d'Elliott. Donc on devrait arriver à un top qui serait du coup plus loin que les 427 jours. La vague C doit être plus latérale, donc doit se développer plus longtemps que la vague A. Donc si je prends mon ratio de Fibonacci, que je regarde du coup la longueur de ma vague A et que je superpose à ma vague B,
l'égalité, du coup les 100% de ratio de Fibonacci, serait ici au niveau donc des 200%, et donc c'est pourquoi je privilégierais cette zone-là des 200%. Et du coup, ça nous ferait une perspective haussière, donc si on prend le bottom maintenant, attention, roulement de tambour, vous allez kiffer, les 18 084%. 18 084%, c'est posé, je le dis comme ça. Donc est-ce que là, ça vous fait plaisir? Est-ce que là, il y en a qui commencent à partir en vrille? Donc ça, je le répète encore une fois, c'est bien de le répéter, c'est dans le cas où on est déjà fait notre bottom. Chose qui est pour moi non pas faite. Insane, ouais, c'est vraiment fou, hein. Honnêtement, c'est fou. Une performance pareille, bah, de toute façon, vous trouvez ça que sur les altcoins, hein. Même le BTC, vous retrouvez pas ça. Et encore moins les marchés tradis, c'est impossible, hein, de trouver ça. Là, ça va être pire. Là, il y en a, ils vont décoller de leur siège parce que si on se trouve dans une vague 3, et ben là, du coup, il faudra venir chercher les 161 000 de toute cette vague-là. Et là, du coup, on va venir chercher carrément les 63 694,82 $ avec une performance de 462 243%. Bon, là, autant vous dire que je n'y crois pas du tout. Honnêtement, j'y crois pas du tout. Parce que d'une part, je vous ai dit que si on repartait à la hausse, si on a déjà fait un bottom, chose qui est pour moi faux, chose qui est pour moi non pas réalisée, eh ben tout simplement, on viendrait rechercher une zigzag. Et du coup, on viendrait rechercher cette zone-là. Je suis obligé de vous le dire, hein, c'est la théorie. C'est la théorie pure et dure, même si honnêtement, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Même 2000, c'est impossible. Même 2000, c'est impossible. C'est la probabilité la plus élevée, mais on pourrait s'arrêter, on pourrait très bien s'arrêter sur les 138,2. Comme je vous l'ai dit, le marché peut tout faire. Le marché fait ce qu'il veut. Et ensuite, nous, on s'adapte au marché. C'est ce qu'il peut faire. C'est pourquoi, lorsqu'on repartira, on va pas se dire, ok, on va venir chercher cette zone-là. Non, on va décompter le sous-décompte. Et ensuite, on verra au fur et à mesure de l'évolution. Mais justement, on va affiner nos recherches pour avoir justement une target qui soit plus jolie, plus proche de la réalité que ce que l'on a dans cette time frame là. Donc au niveau de la correction, on m'a dit qu'on devait avoir une correction en ABC. Correction en ABC, on doit l'avoir cette correction en ABC. Cependant, est-ce que pour vous, ceci est un décompte qui serait plus de l'ordre d'une ABC, d'une zigzag, d'une flat ou d'un triangle, ou plus d'une impulsion et d'une diagonale? Donc dites-le moi dans les commentaires. On commence du top et du coup des 151,22. Donc là, essayez de trouver, est-ce que ce mouvement-là est décompté plutôt en 3 segments ou en 5 segments. Donc là, j'ai une majorité de 5 et c'est la bonne réponse. Donc là, ouais, franchement, c'est en 5 segments. Donc maintenant, il faut trouver un décompte pour essayer de trouver... Là, on n'est clairement pas dans une diagonale. On peut le voir, on n'est pas dans une diagonale. Le prix ne converge pas comme ceci. Et du coup, il faut trouver un joli décompte. Le décompte que j'ai trouvé et que je mets en avant, c'est celui-ci. Donc vague 1, 2, 3, 4, 5. Avec plus de certitude, je me dis qu'on est dans une impulsion. J'utilise l'outil le canal de base. Donc ça, c'est un outil qui provient du Chainlink. Et donc ici, j'utilise un canal de base. Donc canal de base, c'est quoi? Je pars de ma base de mon impulsion. Je vais à ma supposée vague 2. Je superpose ça à ma vague 1 plutôt. Et ensuite, si on casse d'une manière durable ce canal-là, pour moi on est clairement dans une impulsion. Chose que l'on est venu faire. Ensuite on est venu s'appuyer sur ce canal de base en le superposant au top de notre correction. Et tout simplement on peut voir qu'on s'est appuyé dessus d'une manière vraiment super propre. Super propre. Et du coup ici, on attend une dernière vague 5. Dernière vague 5, la vague 5 est censée venir chercher en dessous de notre vague 3. Il y a une règle qui est un peu plus compliquée, c'est les vagues 5 en troncation plutôt. Les vagues 5 tronquées, en fait c'est une vague 5 qui se terminera en dessous de notre vague 3. Ça peut arriver, cependant je ne le privilégie pas. Donc ici je m'attends à venir chercher cette zone-là des 10,90 $ jusqu'aux 9,65 $. Donc voilà ce à quoi je m'attends sur la VAX pour former ensuite un retracement. Parce que je vous l'ai dit, les corrections se font en 3 temps. Et du coup, vague B qui viendra du coup chercher, comme je vous l'ai dit, la règle des vagues d'Elliott qui dit que la correction vient en général chercher le bottom de la vague 4 d'un degré inférieur, donc ici, pour ensuite repartir à la baisse. Donc voilà un peu le décompte que j'en fais, et du coup je privilégierai un retracement en fait pour venir chercher cette zone-là. Donc là, bon, après l'opium et après l'euphorie que je vous ai dit, et la blague du ok on va repartir to the moon, là justement je décompte un peu le contraire et donc voilà mon décompte là-dessus. On attend que le marché se développe, on attend que le marché nous donne des indications pour ensuite se dire clairement ok j'attends cette zone-là. Donc là pour l'instant je vous dis ce à quoi je m'attends, une correction qui n'est pas finie sur la VAX. Première boîte à outils, RSI stochastique avec plusieurs EMA. Dans un premier temps, ce que l'on voit, on est en tendance haussière. Tendance haussière, ce qui se traduit par un marché, un RSI qui évolue entre
mais entre ma borne qui vient faire justement évoluer la tendance haussière, donc entre les 40 et les 80. Chose que l'on a fait, on a rebondi donc une fois sur la zone des 40, parfait, pour ensuite repartir. Donc ici, zone des 40, on est venu rebondir ici, confluence avec le stochastique, on est venu repartir à la hausse, et ensuite on est venu rebondir pile sur les 80. Alors pile, non pas au pixel près, mais vraiment on se trouve dans une zone super intéressante. Et du coup ici, ça, plus les ratios de Fibonacci, plus tout ce qu'on avait, on aurait pu se dire, ok, bon, là, clairement, on va retourner à la baisse. Surtout qu'on avait une jolie divergence baissière, donc là, on aurait pu se dire, ok, fin d'impulsion, on repart à la baisse. Pour la personne qui m'a demandé justement comment avoir plus de certitude face à son décompte. Et donc ensuite, on est revenu passer à la baisse, et donc là, pour moi, on se trouve dans une correction. Il se trouve qu'on n'est pas venu rebondir sur la zone des 40. On n'est pas revenu sur la zone des 40, et ça, c'est ce qui me fait dire qu'on se trouve clairement dans une correction en B, du coup vague A, vague B, vague C. Pourquoi ? Parce que là, du coup, pour moi, on a clairement cassé le support pour la tendance haussière, donc j'attends un retour haussier, venir rebondir sur ma résistance tendance baissière pour ensuite repartir à la baisse. Donc voilà à quoi je m'attends sur la VAX, en tout cas avec ma boîte à outils. Donc ici, pour faire un petit rappel, on est en tendance haussière sur l'ADX au-dessus des 20, croisement bullish, on va à la hausse jusqu'au retournement, et ici, retournement, donc ici, on repart à la baisse. On repart à la baisse jusqu'ici, donc on évolue dans notre canal de Don Juan, le Donné Maliotte, chose que l'on a fait, perfection, donc là ça a super bien réagi. Ensuite, petite hausse, il n'y avait pas réellement d'attrait, pas réellement d'envie d'aller à la hausse, donc là on pouvait se dire, ok, bon là c'est n'importe quoi, je le prends pas en compte, parce qu'on n'était pas sur une hausse qui soit vraiment intéressante, comme on l'a vu ici. Puis ensuite, ici, c'est là où on est parti à la chute, et ensuite on est venu rebondir sur la zone des 20, et d'une manière assez forte. Et on se trouvait ici, pile au niveau du croisement bullish, un petit peu après du croisement bullish, et du coup, ben là, parfait, on est allé à la hausse, donc on avait une confirmation haussière jusqu'à ce top là, donc ici, parfait, on est venu accompagner la hausse, ensuite chute, donc on repart un petit peu à la baisse, ensuite hausse, on peut revoir, on repart à la hausse, et du coup, ben là, on vient accompagner tout le mouvement haussier, avec vraiment, on a une précision vraiment incroyable sur la top ici, top ici, et là, top ici. Ici, départ haussier réellement valide, ça serait plutôt ici du coup, et départ haussier ici. Donc voilà un peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super intéressant, j'adore ces indicateurs-là. Et du coup maintenant, au niveau de la chute, où est-ce qu'on en est ? Au niveau de la chute, et ben là du coup, on peut voir départ haussier ici, et là, bam, catastrophe. Ça nous donne, alors non pas le contraire, mais en fait ça nous donne pas une bonne indication, parce que là on a réellement un accompagnement baissier, mais juste sur cette phase là. Pour avoir des signaux plus intéressants, il aurait fallu rentrer, je pense, en daily, où là par exemple on avait donc ici, vraiment ici, donc de ici à ici, on avait du coup une belle partie du mouvement qui a été justement annoncé avec celui-ci. Donc je repasse en 3 jours, et ici on peut voir que on est en tendance haussière au-dessus des 20, cependant on est en train de faire exactement la même chose que ce mouvement-là. C'est-à-dire on n'a pas réellement d'engouement, on n'a pas d'envie, on n'est pas sur une forte hausse au niveau du Donné Maliotte, et du coup rien de fou, et du coup je ne m'avancerai pas pour dire qu'ici on continue une baisse folle. Ensuite, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une contraction de notre canal de Don Juan, et du coup ça pourrait nous amener une bonne volatilité au niveau du marché. Donc voilà un peu mon analyse au niveau de la VAX. Au niveau des perspectives, ce que j'attends moi pour réellement avoir un retour haussier, j'ai plusieurs choses. Dans un premier temps, il faudrait du coup que je décompte dans un premier temps une correction en 3 temps avec un joli canal qui soit cassé à la hausse, comme on l'a fait avec EGLD. Pour avoir l'exemple, EGLD lui répondait parfaitement à ça. Ensuite, ce que j'attends, une autre potentielle confirmation, ce serait de venir chercher un double swing low. Double swing low, c'est quoi ? Tendance baissière, sommet, creux, et là, boum, on vient casser, mais d'une manière assez forte, et là, du coup, ici, si on casse ce prix-là, pour moi, on serait sur une belle confirmation de retournement de tendance, et du coup, là, je pourrais dire, ok, bon, à la limite, on retourne à la hausse, mais pour l'instant, rien de tout ça. Pour avoir, justement, du capital, moi, ce que je recommande fortement, c'est les prop firmes. Les prop firmes, c'est vraiment quelque chose de fou. Allez voir c'est quoi les prop firmes. Mathéo vous en parle pas. En fait, dans le monde des cryptos, on vous en parle pas du tout, les prop firmes. Qu'est-ce que les prop firmes ? C'est vraiment incroyable, c'est un outil super intéressant,
pour pouvoir avoir un capital. Cependant, ne vous lancez jamais dans un défi si vous n'avez pas une stratégie, si vous l'avez pas backtesté, si vous êtes déjà rentable en fait. Si vous n'êtes pas rentable sur les marchés, eh bien tout simplement ne vous lancez pas là-dedans. Mais les prop firms, c'est vraiment quelque chose de super important pour pouvoir un capital. Une des prop firms des plus connues, c'est FTMO. Ben justement, c'est sur mon site. Allez sur mon site, allez dans outils, liens et références, vous allez avoir tous les outils que j'utilise et justement, il y a FTMO avec un lien d'affiliation. Donc si vous voulez passer par là, ça me ferait extrêmement plaisir. Les prop firms FTMO. Donc FTMO, c'est quoi? C'est une prop firm, donc quelque chose qui va vous permettre d'avoir un certain capital. Pour faire ça, vous allez devoir faire face à un challenge, vous allez devoir avoir un challenge. Pour FTMO, il me semble c'est 10% en un mois avec un drawdown de 10%. Il me semble c'est ça. Donc ça peut le faire, c'est pas réellement compliqué. Hein. Cependant, il faut faire 10% par mois. Donc allez faire 10% par mois en étant sûr, hein, vraiment, moi quand je veux me lancer, lorsque je ferai mon premier challenge sur FTMO, il faut que je sois sûr vraiment à 90% que je vais l'avoir. Pour l'instant, je n'y suis pas, parce qu'avec les cours, du coup, je suis étudiant, je peux pas me permettre de trader tout le temps, j'ai énormément de cours, je viens de passer mon statut étudiant-entrepreneur, donc je vais pouvoir me libérer du temps pour pouvoir approfondir, professionnaliser mon trading, et du coup, par la suite, je l'espère passer ce challenge-là, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui m'est pas encore destiné, parce que, au niveau de mon trading, j'ai plein de trades que je ne peux pas passer, parce que j'ai des cours. Du coup, là, j'ai moins de cours, je vais essayer d'approfondir le sujet, et je vais essayer de passer un challenge du coup cet été pour pouvoir me faire financer. Alors du coup vous pouvez soit commencer avec 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 et vous pouvez du coup combiner plusieurs comptes pour arriver à 400 000 sur FTMO. Alors si vous prenez $200, vous devez faire justement 20 000 euros de bénéfices sans perdre 20 000 euros. Donc vous devez faire 10% sans perdre 10% en un mois et bien sûr il faut payer et pour passer justement ce challenge-là, vous devez payer 1080 pour 200 000 $. Ensuite, vous avez une deuxième étape de vérification. Donc, la première étape, c'est l'étape la plus dure. C'est celle qui filtre tout le monde. Deuxième étape, la vérification. Donc, vous allez devoir faire... vous allez avoir le même drawdown, donc 20 000 pour 100 000, pour 200 000. Et vous allez devoir faire, du coup, la moitié des performances que vous devez faire pour la première étape. Et donc, si vous avez passé la première étape, normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Et ensuite, vous allez avoir ces 200 000 $. Bien sûr, vous pouvez pas faire n'importe quoi avec, vous pouvez pas tout retirer, vous pouvez retirer justement que vos bénéfices. Ils vont prendre 30% de vos gains, et puis du coup, vous allez avoir 70% de vos gains. Et ça peut monter, il me semble, à 90%. Donc, vous pouvez prendre 90% de vos bénéfices. Donc, je trouve que c'est quelque chose vraiment de super intéressant, et ça me fait plaisir de vous partager ça aussi. Après, approfondissez, c'est pas parce que je vous le dis qu'il faut se lancer là-dedans. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas rentables avec votre propre capital, ne vous lancez jamais là-dedans. Ne vous lancez pas là-dedans. Vraiment, c'est que lorsque vous êtes sûr de passer. Moi, pour vous dire, je me donne vraiment 4 mois avant de passer 4 mois de réussite. Donc, je me mets dans les conditions de ce challenge-là. Je me mets 4 mois. Il faut que j'ai 4 mois de réussite. Et ensuite, je passerai réellement ce challenge-là. Tu as étudié où les vagues d'Elliott? Bonne question. Donc, j'ai commencé... Alors, 100%, vous devez le connaître. Les gens qui connaissent les vagues d'Elliott, vous connaissez CMA. Vous connaissez CMA, et CMA, c'est la personne qui démocratise au maximum les vagues d'Elliott sur la scène francophone. J'ai commencé avec lui, et ensuite, je me suis pris de passion pour cette analyse technique, cette théorie pour analyser le marché, et je me suis dit, ok, let's go analyser le marché avec cette théorie-là. J'ai commencé du coup à regarder toutes ces vidéos. J'ai commencé par lire des sites internet, j'ai commencé à regarder d'autres influenceurs, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les références, les règles des vagues d'Elliott divergeaient d'une personne à une autre. Et du coup, je me dis, ça c'est quelque chose qui n'est pas sérieux pour moi. Je ne peux pas apprendre une théorie sans avoir vraiment les règles strictes. Donc, comment j'ai fait? Je suis parti sur les œuvres élémentaires pour apprendre les vagues d'Elliott. Donc, dans un premier temps, je me suis formé à la dure. Elliott Wave Principle, qui est vraiment l'œuvre emblématique, qui a été du coup écrite par Frost et Preacher. Ensuite, j'ai appris du coup Visual Guide to Elliott Wave Trading, qui est un livre qui a été écrit par Wayne Gorman et Jeffrey Kennedy, mon mentor. Ensuite, j'ai continué à apprendre les vagues d'Elliott avec Elliott Wave International, donc qui est le plus grand groupe, vraiment le groupe officiel pour traiter des vagues d'Elliott. Et du coup, voilà sur les références que j'ai utilisées pour me former. Pour vous former, du coup, il y a ces références-là. Je vous recommande fortement de passer par ces 3 références-là pour devenir professionnel dans le milieu, on va dire. Et sinon, pour ceux qui ont une grosse barrière avec justement la langue anglaise, j'ai écrit un ebook qui m'a été fortement demandé, qui reprend toutes mes connaissances de A à Z. Là, je vous ai mis une dernière version qui reprend l'intégralité, 100% de mes connaissances au niveau du marché financier, avec justement comme prisme de vue les vagues d'Elliott, que ce soit
les règles élémentaires. Je vous apporte justement, il y a 50 pages. Hein, pour vous dire, les autres livres font 300 pages. Ici, du coup, je vous ai tout combiné dans 50 pages en vraiment faisant une contraction des connaissances. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite aussi, je fais un peu ma publicité, mais on a dépassé les 1000 followers sur Twitter et les 500 sur YouTube, donc un grand merci à vous. Et pour ça, du coup, je vous mets à profit une réduction de 50% sur mon site internet. Je vous mets mon livre dans les commentaires, elliotwave.com. Alors ça, c'est mon site, du coup, vous pouvez aller le visualiser. Je suis sur YouTube, du coup, n'hésitez pas à venir sur YouTube. Sinon, je suis sur Twitter, donc là, pour mes réseaux, on parle plus de trading, donc là, sur Twitch, sur les lives de Crypto Future, vraiment c'est une idée long terme. Là je parle plus à des investisseurs qui veulent avoir une idée long terme sur les charts. Sur mes réseaux personnels, j'utilise plus une vision trading, donc H1. Vraiment on va dans le trading d'une manière quotidienne avec une vidéo par jour où je vous fais un petit point sur les marchés, donc ce à quoi on doit s'attendre sur les marchés tous les jours. On va se laisser là-dessus, on se retrouvera du coup la semaine prochaine où on se retrouve sur mes réseaux pour ceux qui sont intéressés. Sinon, tout simplement, portez-vous bien, passez une excellente semaine, merci encore pour l'écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager mes connaissances sur les vagues d'Elliott, et sur ce, à la semaine prochaine.